Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'actu du 6 août 2023. Donc on commence évidemment comme d'habitude par le marché, on a une journée un peu mitigée, vous voyez on a quelques valeurs qui sont quand même dans le rouge, et certaines qui performent sympathiquement. On a Caspa, alors Caspa ça fait partie des vidéos dont j'ai déjà étudié le projet, mais où je ne sais pas quand rentrer, vous voyez. Un truc qui a fait 1300% sur l'année, alors que tout le reste du marché dans le top 100 est dans le rouge de façon assez sanglante, je ne sais pas trop comment me positionner là-dessus. Parce que pour moi, l'opportunité est quasi passée, hein. Quand on a un truc qui a fait 1200%, 1300%, on a l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité. Et en même temps, ça a le potentiel d'aller plus haut. Donc on avait un beau dip ici, qui était quand même un x10 par rapport au plus bas de l'année, mais qui faisait une valeur divisée par 2, donc par rapport à avril. Est-ce qu'on attend un retournement? Oui, évidemment, si on veut rentrer dessus. Mais même si on avait un beau retournement, même si on retournait sur ces valeurs-là, je serais quand même dans une espèce d'incertitude au vu des performances annuelles de Caspa. Donc je veux bien votre avis là-dessus. Vous voyez, c'est le genre de projet sur lequel je trouve qu'il n'est pas évident de se projeter. Au niveau de Synthetix, on a aussi une belle performance, mais bon, sur l'année c'est beaucoup plus tempéré. Une jolie performance, alors que le reste de la map est quand même plus calme. Et si on se met en vue semaine, là c'est vraiment frappant, avec des grosses baisses, notamment au niveau de Gala. On a vu qu'il y a des gros soucis au niveau de l'équipe de direction, hein, les fondateurs. Et on a quelques projets, notamment Dot, hein, qui tournent sur les valeurs auxquelles j'ai acheté la semaine dernière. Dot, c'est vrai aussi pour Matic. Et on va peut-être aller regarder Stax, parce que c'est un projet que je surveille. Alors on voit qu'on pourrait l'avoir quand même moins cher. Moi je l'avais eu autour des 25, 27 centimes Stax. J'ai pas très envie d'en racheter maintenant, mais le cours est sympa par rapport au 1,20$ qu'on a eu en max au niveau du mois de mars. Sachant que Stax c'est un excellent projet. Ça tourne sur Bitcoin. Quand il y a des beaux points d'entrée, je pense qu'il ne faut pas négliger la chose. Voilà, on reparlera du marché dans les prochains jours. Pour le moment, j'attends un peu de voir ce qui va se passer. Et on va passer aux actus. On commence en Amérique, on va parler un petit peu de Coinbase. Déjà, notez qu'il y a eu 1 heure d'arrêt sur la blockchain Base. C'est beaucoup 1 heure, hein. C'est le plus gros problème technique que la blockchain ait connu, hein, que la Layer 2 ait connu depuis son lancement il y a un mois. Le redémarrage a bien fonctionné, donc ça c'est quand même une bonne chose. Et on a quand même du coup une espèce de message sous-jacent qui est que les Layer 2 sont sensiblement plus fragiles que leur courge de référence Layer 1. Donc il faut s'attendre à avoir plus de problématiques sur les Layer 2, en tout cas de ce type-là, que sur les Layer 1. C'est notable parce que Ethereum, effectivement, on n'a pas vraiment eu vent de ce genre de soucis récemment, même de façon générale, alors que les Layer 2, ça peut arriver. Et c'est aussi une information intéressante si des Layer 2 se lancent sur d'autres blockchains qui ont déjà des problématiques. Je pense par exemple à Solana. Bon, a priori, ça ne devrait pas avoir lieu, mais vous voyez, ça donne quand même une idée, une information supplémentaire qu'on n'avait pas forcément en tête, qui est que, bah ouais, techniquement, la Layer 2, c'est un peu moins robuste. Toujours sur Coinbase, on a quand même une bonne nouvelle qui est que l'entreprise va lancer un nouveau service de lending aux États-Unis. Donc c'est à destination des entreprises institutionnelles. Le lending, je rappelle, c'est du prêt, hein, donc on est dans un système de prêt-emprunt ici. Le produit pèse déjà 57 millions de dollars, donc c'est déjà pas mal. Et il y a 5 clients qui ont investi dans l'offre proposée par Coinbase. En quelques mots, il s'agirait d'un prêt garanti par un collatéral en crypto et qui est supérieur à la somme empruntée. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez similaire à ce qu'on observe actuellement dans la DeFi. Et notons que les gros acteurs qui ont proposé ça par le passé se sont effondrés, hein. On parle ici d'ailleurs dans l'article de BlockFi ou Genesis. Donc en fait, c'est pas un nouveau service pour les entreprises crypto, parce qu'on a déjà connu ça. Par contre, c'est un nouveau service pour Coinbase. Et c'est quand même pas mal. Ça, on espère que ça va bien marcher pour eux, parce que n'oublions pas que si eux s'effondrent aussi, on a un petit souci au niveau des entreprises comme BlackRock qui ont fait des partenariats avec Coinbase. Puis bon, il est quand même en train de se positionner comme acteur majeur de la crypto. Donc on espère que ça va bien marcher pour eux. On continue avec Solana ici, même si l'article titre en réalité que c'est Visa. On a Visa en fait qui est en train de se propager, qui propose de nouveaux services. Elle veut émettre des possibilités de paiement pour les commerçants en stablecoin USDC. Et donc elle va se servir du réseau Solana pour faire ça. Donc c'est quand même sympa, c'est quand même une grosse news en réalité, c'est même énorme. C'est-à-dire qu'on a un super partenariat pour Solana, on a des possibilités pour les cryptos de se mettre en avant, d'être utilisé de façon intéressante. On nous parle ici de paiement transfrontalier pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus fluide. Donc je trouve que c'est vraiment une super nouvelle, ça devrait être archi bullish, et en fait il se passe rien.
il se passe vraiment que dalle. Si vous regardez ici, eh bien, le marché est extrêmement calme. Solana sur la journée, c'est 1,5%. Sur la semaine, c'est moins 8%. Alors que le partenariat est hyper important. C'est vraiment, vraiment lourd. Donc je suis surpris par le non-engouement qu'on observe suite à cette news qui est pourtant super importante. Ici, autre nouvelle, on a Vitalik qui nous a expliqué que le problème majeur de sa blockchain, donc Ethereum, c'est la centralisation, ou à l'inverse, la non-décentralisation, qui est censée être un des éléments clés des blockchains. Donc on a un article qui est assez intéressant ici. Si vous regardez un peu, on va descendre, on a quelques stats, et notamment la répartition des nœuds. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, Amazon Web Services gère 60% des nœuds d'Ethereum. C'est beaucoup trop, c'est vraiment considérable, hein, c'est plus de la moitié. Donc en fait, oui, Ethereum est centralisé. Alors, c'est quelque chose qu'on savait déjà, hein, c'est quelque chose qui était connu. Mais voilà, moi, j'avais pas vraiment le chiffre en tête. Et vous le voyez ici, hein, c'est 60% pour Ethereum. On rajoute 6% pour Google Cloud et 5% pour Ethernet Online. Donc ça fait que vous avez plus de 70% qui est géré par 3 entreprises. Bien évidemment que c'est trop. Bien évidemment que c'est pas ça l'idée de base. Donc après, il nous donne quelques éléments. On nous parle rapidement des rollups, donc qui sont amenés avec les layers 2, comme un outil intéressant pour améliorer les performances, mais pas pour la décentralisation. Et en fait, la décentralisation, ça prendra beaucoup, beaucoup plus de temps, selon Vitalik. Il nous dit 10 à 20 ans, en fait, pour que Ethereum soit vraiment décentralisé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de technologies qui soient faciles à mettre en place, pas chères, qui prennent peu de place et qui soient accessibles à tout le monde. Et pour en fait développer ces choses-là, pour permettre en fait ces avancées et une vraie décentralisation, il estime qu'il va falloir une vingtaine d'années. C'est considérable. Je ne suis pas sûr que ce soit un message très favorable aux investisseurs parce que 20 ans, c'est une perspective qui est très très longue. C'est pas quelque chose à laquelle on est habitué en crypto. Les cryptos existent depuis moins de 20 ans. C'est à la fois un message d'espoir et un message qui peut être inquiétant à moyen, même à long terme en fait. Parce que 10 ans, on peut considérer que c'est du long terme. Et clairement, il nous dit à 10 ans, je ne sais pas comment ça va se passer, quoi. Donc une news qui, pour le coup, est assez centrale ici, même si elle non plus ne semble pas avoir eu spécialement d'impact sur notre marché crypto. J'ai l'impression qu'on est sur un marché qui est un petit peu à l'arrêt, un petit peu anesthésié. Et vous me direz, peut-être pas plus mal quand on voit ce genre de choses-là. Continuons ici avec un partenariat des plus intéressants. C'est BitGo qui a annoncé, ou en tout cas l'information est tombée pendant l'événement coréen de la blockchain. C'est la Corée Blockchain Week, je crois. Et donc BitGo qui signe un accord stratégique avec une banque coréenne appelée Anabank. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc déjà BitGo, rappelons que c'est une société californienne, et ils vont développer des services de garde et de solutions de sécurité. Concrètement, c'est un peu du custody. Si vous voulez un exemple plus récent, c'est ce que Coinbase justement va faire pour les actifs de BlackRock et des autres fonds d'investissement une fois que les ETF seront lancés. C'est ça l'idée, c'est conserver les actifs, les valoriser, etc., etc. Donc ça va être ces activités-là qui sont extrêmement importantes dans la finance tradi et pour les banques. Et du coup, un beau partenariat ici à mettre en avant. Dernière news ici de cette revue d'actu, on va parler de fundraising, du coup de levée de fonds. On a Story Protocol, le projet qui s'est lancé avec un tour de table à 54 millions de dollars. C'est vraiment pas mal, 54 millions de dollars. À l'heure actuelle, on n'a pas tant de projets qui se lancent avec autant. C'est vraiment sympathique. C'est dirigé par le fonds A16Z, qui est assez connu dans le monde crypto. Et l'idée, ça va être d'exploiter la propriété IP. Donc ils annoncent souhaiter, ce qu'ils mettent en avant, c'est démocratiser la création de la propriété intellectuelle. Je ne sais pas comment ils vont mener leur projet dans ce sens-là. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire, on n'a pas tellement d'informations. Voilà, quand on a ce genre de chiffre, 54 millions, il faut le savoir, il faut l'avoir dans un coin de sa tête et se dire, ok, ce projet-là, ils ont lancé des trucs. Donc derrière, on a quelques investisseurs de Corée assez importants, notamment de certains groupes de K-pop qui ont mis de l'argent dedans. Comme j'ai dit, on a actuellement l'événement blockchain en Corée, donc je suppose qu'on devrait avoir des news de ce genre-là. Assez intéressant, je vous en parle du coup. Je profite de cette fin de vidéo pour vous dire que j'ai fait un format récap de ces actus à l'aide d'une fiche que vous voyez ici. Et je mettrai sûrement ça sur Twitter, je suis en train d'y réfléchir, pour en fait avoir un suivi quotidien écrit et fournir un peu de contenu sur Twitter. En plus de ça, ça me permettra, les jours où je ne pourrai pas faire de vidéos, ce qui risque d'arriver à l'avenir, d'avoir quand même un lien avec vous, de vous fournir en actu, donc moi de me renseigner, de les noter quelque part
et de vous les donner. Donc dites-moi si ce format-là vous intéresse, si ça, du coup, peut vous être utile. Moi, il me semble que oui, mais je suis en train d'y réfléchir. Je vais peut-être rajouter encore quelques petits éléments, mais globalement, ça devrait ressembler à ça. Ce sera sur Twitter, certainement, dans la journée. Voilà, vous avez toutes les infos. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo d'actu.